Isaac Newton énonce la loi d'interaction gravitationnelle en 1687 et Charles-Augustin Coulomb, officier, ingénieur et physicien français, énonce sa loi 100 ans plus tard. Quelles sont ces interactions fondamentales? C'est ce que nous allons étudier dans ce chapitre. Intéressons-nous déjà à la force et au champ de gravitation. Deux corps sont en interaction sous l'effet de leur masse. C'est l'interaction gravitationnelle. Ils s'attirent donc mutuellement. Plus les masses des corps sont grandes, plus l'interaction gravitationnelle est importante. Si on prend l'exemple d'un satellite, celui-ci est soumis à la force de gravitation exercée par l'astre. Plus la masse grand M est importante, plus la force de gravitation exercée sur le satellite est grande. Si la distance d diminue entre l'astre et le satellite, la force de gravitation devient plus grande aussi. On peut décrire la force gravitationnelle à partir du vecteur unitaire U, représenté comme ici, et l'expression de la force de gravitation montre qu'elle est proportionnelle aux deux masses et inversement proportionnelle au carré de la distance. Le coefficient de proportionnalité, grand G, est appelé constante de gravitation universelle. Le signe moins montre que les deux vecteurs, force et vecteur unitaire, sont de sens opposés. On peut aussi raisonner en mettant en évidence que si le satellite est soumis à la force de gravitation, c'est parce que le corps massif, c'est-à-dire l'astre de masse grand M, crée autour de lui un champ vectoriel appelé champ de gravitation, dont le vecteur vient d'être représenté. Alors le champ de gravitation peut être représenté par différents vecteurs qui traduisent l'action exercée par l'astre de masse grand M dans la région de l'espace. Tout corps placé dans ce champ de gravitation sera donc soumis à une force de gravitation. Donc on voit ici que le champ de gravitation est toujours orienté vers le centre de l'astre. On peut définir le vecteur champ de gravitation à partir de la force de gravitation qu'on a définie précédemment et qui est telle que la force de gravitation, c'est le produit de la masse par le champ de gravitation. Attention ici, la masse petit m correspond à la masse de l'objet placé dans le champ de gravitation. Par identification, le champ de gravitation engendré par une masse grand M est donc défini par ce qui est indiqué sur la diapo. Donc c'est proportionnel à la masse grand M et inversement proportionnel au carré de la distance. Donc cette distance petit d correspond à la distance entre la masse grand M et le point où est déterminé le champ de gravitation. Quand la masse grand M est celle de la Terre, eh bien on utilise plutôt la dénomination de champ de pesanteur au lieu du terme général champ de gravitation. Ce champ de pesanteur est noté petit g et il est toujours orienté vers le centre de la Terre. Sa valeur, et donc la longueur du vecteur, dépend de la distance d de l'objet soumis à ce champ de pesanteur par rapport au centre de la Terre. Au voisinage de la Terre, ce champ de pesanteur est représenté par un vecteur vertical. Voilà, donc on vient de voir que le vecteur champ de gravitation ou champ de pesanteur pour la Terre est représenté en un point par un vecteur. Ce vecteur est tangent en ce point à une courbe appelée ligne de champ. Donc de manière générale, les lignes de champ, ce sont des lignes orientées dans le même sens que le vecteur champ de gravitation. À quoi servent ces lignes? Elles permettent tout simplement de cartographier le champ de gravitation et ce sont des courbes tangentes au vecteur du champ de gravitation. Étudions maintenant la force et le champ électrostatique à partir d'une vidéo nous expliquant comment un objet peut s'électriser.
Tout objet est en général électriquement neutre, car il possède autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives. Lorsqu'on frotte l'extrémité d'un barreau de plastique avec un vêtement par exemple, ce vêtement cède des électrons au barreau qui présente donc localement un excès de charge négative. Si l'on approche ce barreau d'une petite boule très légère, certains électrons de la boule sont repoussés du côté opposé au barreau. Ce déplacement d'électrons provoque un défaut de charge négative dans la boule du côté le plus proche du barreau. Cette lacune d'électrons est assimilable à un excès de charge positive. La boule se retrouve donc chargée positivement près du barreau, négativement de l'autre côté. Cette interaction se traduit par un rapprochement des deux objets. Si les deux objets entrent en contact, une partie des électrons du barreau, attirés par la charge positive, migre sur la boule. Neutre au départ, la boule est donc chargée négativement, tout comme le barreau. Les deux objets se repoussent alors mutuellement. Visualisons aussi quelques expériences illustrant ces phénomènes d'électrisation. Ainsi, deux corps chargés avec des charges de signes opposés s'attirent car sont soumis chacun à une force électrostatique attractive. Et deux corps chargés avec des charges de même signe se repoussent car sont soumis chacun à une force électrostatique répulsive. D'après la loi de Coulomb, on peut représenter la force électrostatique exercée par la charge grand Q sur un corps de charge petit q. Dans le cas où les charges sont de signes opposés, eh bien, la force électrostatique est orientée vers la gauche pour montrer que c'est une force attractive. Si la charge grand Q augmente, cette force électrostatique a une valeur qui devient plus importante. Si la distance d diminue, la valeur de la force augmente aussi. On peut définir la force électrostatique à l'aide du vecteur unitaire. Donc là, on est toujours dans le cas où les deux charges sont de signes opposés. Cette expression traduit le fait que la force électrique est proportionnelle aux charges et inversement proportionnelle au carré de la distance. K est la constante de Coulomb. Donc l'expression de la force électrostatique, on voit tout de suite qu'elle est analogue à celle de la force de gravitation qu'on a définie précédemment. Alors si les charges sont de signes opposés, Fe et U sont de sens opposé. La charge petit q est donc attirée par la charge grand Q. C'est ce qu'on avait vu déjà dans le schéma précédent. Mais maintenant, si les charges sont de même signe, eh bien F et U sont de même sens, si bien que la charge petit q va être repoussée
par la charge grand Q. Donc maintenant, le sens de la force électrostatique est orienté vers la droite. Si une force électrostatique agit sur l'objet de charge petit q, cela implique qu'il existe un champ électrostatique grand E dans la région de l'espace où se trouve cet objet. Alors pour le déterminer, on se base sur l'expression de la force électrostatique et on va relier la force électrostatique au champ électrostatique par la relation F égale Q fois grand E. Q étant la charge de l'objet placé dans le champ électrostatique. Par identification, on en déduit l'expression du champ électrostatique grand E créé par la charge grand Q. Donc d'après l'expression, on voit que ce champ électrostatique est directement proportionnel à la charge grand Q et inversement proportionnel au carré de la distance. On peut aussi représenter ce champ électrostatique par un vecteur grand E, en chaque point de la région de l'espace où règne ce champ créé par la charge grand Q. Si Q est de signe positif, U et E sont de même sens. Par contre, si Q est de signe négatif, U et E sont de sens opposé et donc le vecteur champ électrostatique est orienté vers le centre de la charge. De la même façon, on peut représenter aussi des lignes de champ, qui sont des courbes tangentes au vecteur du champ électrostatique. Alors ces lignes de champ sont toujours orientées comme les vecteurs grand E, et le sens va dépendre du signe de la charge. Donc expérimentalement, on peut le mettre en évidence avec un conducteur qui plonge dans de l'huile contenant des grains de semoule. Ces grains vont s'orienter dans le sens du champ électrique créé. Alors premier cas avec les deux tiges conductrices de charge opposée, c'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, avec deux lames placées face à face. Et ensuite, avec un seul conducteur. Ainsi, ces lignes de champ permettent de cartographier les régions de l'espace où règne un champ électrostatique, tout comme les lignes de champ relatives au champ de gravitation.